Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti, Culture et Perspective. Nous sommes en 1508. Nicolas de Ovando, qui a maté le cacica du Zaragua et qui a trahi la reine Anacaona, est remplacé par Diego Colón, le fils aîné de Christophe Colomb. Commence à ce moment précis ce qu'on appelle l'audience royale, c'est-à-dire on donne la justice en fonction de la volonté du roi. Et pour mourir et pour être condamné à une mort certaine, il suffit qu'un ennemi dise que vous complotez contre le roi d'Espagne. Et c'est justement dans ce contexte que débute la révolte du cacique Henri. On en parle ? Le fils aîné de Christophe Colomb, Diego Colón, est nommé gouverneur des Indes en août 1508. Cette ascension n'est pas non plus anodine. On parle d'un homme qui est passé par des années d'humiliation lorsque son père fut arrêté à Hispaniola et ramené prisonnier en Castille par François de Bobadilla. Alors page de la reine d'Isabelle, Diego a vu son père se faire humilier avant de mourir dans la pauvreté en 1506. Drame personnel donc. Blessure narcissique, d'autant qu'il fut déchu de tous les titres de son père et dut se battre pour pouvoir les retrouver. Alors, quelle victoire pour cet homme blessé en août 1508 de se retrouver à la tête du pouvoir colonial à Hispaniola. En 1510, Bartholomé de las Casas devient le premier évêque de l'île d'Hispaniola. La même année, l'ordre de Saint-Dominique envoie des religieux sur l'île, avec à leur tête le prieur Pedro de Cordoue. Ils font de la défense des Indiens soumis aux atrocités espagnoles une bataille bien réelle, bien que modérée. Las Casas se joint à eux pour dénoncer ces atrocités auprès de la cour de Madrid. Le prêtre Garcia Loaiza part en Espagne porter leur cause devant la cour. Et pour résoudre ce problème, la solution est prise d'envoyer des Noirs de la côte de Guinée à Hispaniola pour remplacer les Indiens. Le roi Ferdinand fait partir 50 Noirs pour travailler dans ce qu'ils appellent les mines royales. C'est le tournant dans la colonie. Un Haïtien du nom de Hatoué avait fui les atrocités à Hispaniola, était passé par le môle Saint-Nicolas pour se réfugier sur l'île voisine de Cuba. Il s'était établi sur la partie orientale de cette île et se tenait prêt à la défendre en cas d'invasion espagnole. Et de fait, Diego Colón envoie Diego de Velázquez soumettre cette île voisine afin d'y établir une pêcherie de perles. Le cacique Hatoué est vaincu et ses partisans sont soumis au bûcher. Un moine franciscain lui propose le paradis s'il accepte de se faire baptiser. Commence alors une conversation tellement symptomatique de la représentation que se font les Indiens des Espagnols. « Est-ce qu'il y aura des Espagnols dans ce paradis dont tu me parles ?» demande le cacique. « Oui, mais il n'y en a que de bons, » répond le moine. « Le meilleur ne vaut rien. Je ne veux point aller où je pourrais en rencontrer un seul, » réplique le cacique. Il refuse alors le baptême et périt dans les flammes. Diego Colón ne fera rien pour adoucir le sort des Indiens, d'autant que ses ennemis l'attendent au tournant d'une erreur. Fils de Christophe, il est l'homme à abattre. Rodrigo de Albuquerque arrive à Hispaniola pour recenser les Indiens ayant survécu au génocide et délimiter le territoire colonial. Mais cet homme va entrer en conflit avec Diego Colón. Et au-delà de ces conflits d'ego, ce sont les Indiens les victimes de sa politique. En effet, il procède au recensement des Indiens avant de les vendre comme du bétail à des colons espagnols. D'abord, les témoignages de las Casas. Lorsque les Espagnols entraient dans les villages, ils immolaient à leur rage les vieillards, les enfants et les femmes, n'épargnant pas même celles qui étaient enceintes ou qui venaient d'accoucher. Ils leur ouvraient le ventre à coups de lance ou d'épée. Ils égorgeaient le peuple comme un troupeau de moutons dans un parc,
et pariaient à qui couperait le mieux un homme en deux d'un coup de taille, ou à qui enlèverait le plus adroitement ses entrailles. Ils arrachaient les enfants du sein de leur mère, et les prenant par une jambe, ils leur écrasaient la tête sur la pierre ou les plongeaient dans le ruisseau le plus voisin pour les noyer en leur disant « C'est pour vous rafraîchir ». Puis ceux de l'évêque de Chiapa. J'ai vu brûler sur plusieurs de ces instruments 5 caciques de villages et d'autres Indiens. Le capitaine espagnol, indigné de ce que leurs cris troublaient son sommeil, ordonna qu'ils fussent étranglés pour ne plus les entendre. Mais l'alguazil que je connaissais ainsi que sa famille qui est de Séville, plus cruel que l'officier, refusa de mettre fin à leur supplice. Il leur enfonça des bâtons dans la bouche pour les empêcher de crier et fit attiser le feu, afin de redoubler leur souffrance. J'ai vu bien d'autres moyens inventés pour faire mourir les Indiens. L'historien Thomas Madiou parle également d'un chasseur espagnol constatant que son chien avait faim, qui a coupé le bras d'un petit Indien pour nourrir son clébard. Et les témoignages de ce genre sont nombreux. Et pourtant, le pire pour les Indiens est encore à venir. Les moines dominicains et franciscains se livrent une bataille d'influence dans la colonie. Les premiers, Montesino en tête, tentent de faire baisser ces atrocités contre les Indiens, alors qu'Albuquerque, soutenu par les franciscains dans ses crimes odieux, cherche à faire taire Bartolomé de las Casas. Ce dernier va en Espagne plaider la cause des Indiens auprès d'un conseil présidé par Charles Quint. Et pour mener à bien cette bataille, il reçoit le soutien de l'université de Salamanque et du cardinal Jiménez de Cisneros. Il revient à Hispaniola flanqué d'un titre officiel de protecteur universel des Indiens. Il fait libérer les Indiens soumis à la servitude. 3 religieux de Saint-Jérôme, inspecteur des colonies, et un avocat du nom de Soissons arrivent à Hispaniola. Mais à la grande déception des défenseurs du sort des Indiens, ces hommes vont se montrer complaisants vis-à-vis des colons. Las Casas va les combattre et exiger qu'ils soient rappelés en Espagne. C'est dans ce contexte que naît l'affaire du cacique Henri. La révolte d'Henri va se produire dans ce contexte d'ambiguïté religieuse, où les hommes d'église sont sans cesse dans une forme de dépassement de fonction pour le meilleur et pour le pire. En effet, Guayocuya est un Indien converti au christianisme et élevé par les religieux de Saint-François qui lui attribuent le nom Henri. Mais l'homme rumine son impatience et sa haine depuis que son père a été brûlé vif lors de la violente répression dans le Zaragua. Quand en 1519, un propriétaire d'Indiens du nom de Valenzuela se met à maltraiter sa communauté, Henri décide de livrer bataille contre ce nouveau tyran. Il réunit un petit groupe d'irréductibles et se retire dans les montagnes du Barro Ruco. Là, il prépare des attaques contre les Espagnols. Valenzuela vient l'attaquer avec un groupe de colons. Henri tue 2 d'entre eux et en blesse un 3e. Les autres sont contraints de fuir. Valenzuela est quant à lui fait prisonnier, un camouflet pour le régime colonial. Alors l'administration envoie des forces qui sont sans cesse battues. Henri et ses hommes sont sans pitié. Plus ils remportent de victoires, plus ils récupèrent d'armes, des sabres, des lances, des boucliers, des armes d'une grande efficacité. Retranchés pendant de longues années dans cette communauté de résistance, Henri et ses hommes font le jeûne, prient, surveillent leurs mœurs et leur conduite et se reposent dès qu'ils en ont l'occasion. Parmi les partisans d'Henri, il y a des Noirs qui ont fui l'esclavage. Ces Noirs venus dans la colonie dès 1503. Souvenez-vous de ces Noirs que la reine redoutait parce que certains d'entre eux étaient des musulmans. Eh bien, cette alliance dans le Barro Ruco est le premier lien entre Noirs et Taïnos sur la terre d'Haïti. Des missionnaires viennent d'Espagne négocier la reddition de ces hommes déterminés. Henri veut venger son père, mais aussi continuer à bénéficier de sa liberté dans les montagnes. C'est là qu'il établit un nouveau caciquat allant du Barro Ruco à la haute plaine de Neibé. Soutenu par 400 guerriers disciplinés et lourdement armés, Henri établit le premier territoire libre d'Amérique. Il devient le cacique Henri. Mais peut-il tenir face aux assauts du pouvoir colonial? D'autant qu'en 1533, le nouveau gouverneur d'Hispaniola est un homme redoutable,
Son nom, le général Barrio Nuevo. Et il est déterminé à mettre fin à l'impertinence du cacique Henri et de ses 400 irréductibles. Et de fait, après avoir signé un accord de paix avec Barrio Nuevo, Henri sera trahi et pendu à l'âge de 35 ans. Le feu n'est pas près de s'arrêter à Hispaniola.